Laurent Fontaine était assise, immobile, à la vieille table en bois, dans ce salon où chaque objet semblait chargé de souvenirs figés. Dehors, la pluie tombait doucement, chaque goutte s'écrasant avec lenteur contre la vitre, traçant des sillons qui reflétaient son visage épuisé. Le vieux coucou au mur égrenait ses secondes lentement, implacablement, comme pour lui rappeler que le temps, lui, ne s'arrêtait jamais, qu'il passe, que l'on veuille ou non, qu'on le supplie ou qu'on le nie. Elle n'avait plus la force de faire semblant. Après des années à se mentir, la vérité la frappait en pleine poitrine. Son mariage était mort depuis longtemps. Pas brutalement, non. Il s'était éteint à petit feu, dans le silence des non-dits, dans les regards absents, dans l'érosion lente de tout ce qui fut un jour vibrant. Elle avait tout donné, tout espéré. Elle s'était accrochée, corps et âme, à l'idée que l'amour, s'il était sincère, pouvait tout réparer, que ses efforts finiraient par réveiller chez lui un souvenir, une tendresse, un élan du cœur. Elle attendait le miracle, que son mari la regarde à nouveau comme il l'avait fait le premier jour. Mais ce jour n'est jamais revenu. Les promesses, des murmures lointains, sans écho dans la brutalité du présent. Les mots d'amour, devenus des cendres froides dans une bouche muette. Laurent avait cru, naïvement, que tant qu'elle lutterait, tant qu'elle sacrifierait tout, leur amour tiendrait bon. Mais elle s'était trompée. L'amour ne se sauve pas à une seule main. Et quand l'autre a déjà lâché prise, chaque effort devient un cri dans le vide. Elle se souvenait des débuts, quand tout était encore lumière. Les après-midi à marcher, les doigts entrelacés, les dîners tièdes où l'on riait pour rien, les silences alors n'étaient pas menaçants, ils étaient complices. Puis le temps était passé, et avec lui les couleurs, les dialogues s'étaient raccourcis, vidés de sens, remplacés par des formules polies ou, pire encore, par des silences glacés, coupants comme du verre. Au début, elle s'était menti, elle pensait « c'est une phase, tous les couples traversent des creux ». Elle se rassurait « il est fatigué, pris par le travail, ça va revenir ». Mais les étreintes étaient devenues mécaniques, les baisers hésitants, et le gouffre entre eux grandissait jusqu'à devenir infranchissable. Elle avait compris, les messages dissimulés, les appels secrets, les retards fréquents, accompagnés d'un parfum qui n'était pas le sien. Il y avait une autre femme. Elle le savait, tout en elle le criait. Pourtant, elle avait persisté. Elle s'était dit « si je suis patiente, si je l'aime assez, il reviendra ». Mais la vérité était plus cruelle encore, il ne voulait plus revenir. Le plus douloureux n'était pas la trahison, c'était l'indifférence, car s'il l'avait encore aimée, peut-être aurait-elle hurlé, pleuré, frappé du poing. Mais là, il n'y avait plus rien, plus de colère, juste ce vide, ce sentiment d'être devenu invisible dans sa propre vie, une ombre dans son propre foyer. Laurent n'était plus cette jeune fille rêveuse qui croyait aux contes de fées. Elle avait traversé trop de tempêtes pour ça. Elle savait désormais que parfois, peu importe combien on aime, on ne peut pas tout sauver. Et pourtant, malgré cette lucidité, une douleur sourde persistait, comme une blessure ouverte qui refusait de cicatriser, car sa vie n'avait pas été que cet échec conjugal. Avant cela, elle était forte, elle était brillante, elle avait une carrière, des rêves, une voix. Avant le mariage, Laurent était une femme de feu, une journaliste respectée, audacieuse, qui n'hésitait jamais à plonger dans les zones d'ombre de la société pour y faire jaillir la vérité. Ses articles dérangeaient, fascinaient, provoquaient des débats enflammés. Elle n'écrivait pas pour plaire, mais pour éveiller. Elle avait cette étincelle dans les yeux, celle que portent ceux qui savent qu'ils sont à leur juste place. Dans chaque enquête, dans chaque mot, elle mettait tout son cœur. Et c'est ce cœur-là qu'on admirait. Mais l'amour, puis le mariage, l'ont peu à peu éloignée de ce qui la définissait. Au début, ce furent tant de petits compromis, moins de reportages, plus de soirées à la maison, moins d'investigations risquées,
plus de compromis domestiques. Elle pensait que cela passerait, qu'elle retrouverait bientôt l'équilibre. Mais le temps a filé et avec lui les choses qu'elle aimait. Sans qu'elle ne s'en rende compte, elle avait troqué sa plume contre un tablier, son carnet de notes contre un agenda familial. Elle était devenue cette épouse dévouée, toujours prête à faire passer les besoins de son mari avant les siens, à éteindre ses propres élans pour mieux nourrir ceux de l'autre. Et un jour, elle a ouvert les yeux. Mais c'était trop tard, trop de renoncements, trop d'années à vivre pour quelqu'un d'autre. Elle ne savait plus comment revenir à celle qu'elle avait été. Dans les années qui ont suivi, elle a continué à travailler, oui, mais sans la flamme. Ses textes manquaient d'âme. L'audace s'était estompée, la passion s'était évaporée. Ce n'était plus elle. Et cette perte-là, ce renoncement à ce qu'elle avait de plus précieux, lui faisait aussi mal que la trahison de son mari. Pourtant, Laurent n'a jamais été de celles qui restent à terre. Même lorsque la vie l'a frappée avec une brutalité insoutenable, même quand l'univers tout entier semblait conspirer pour l'éteindre, elle a tenu. Elle a tenu, seule souvent, en silence, la tête droite même si le cœur saignait. Elle n'a jamais crié, elle n'a jamais supplié, elle s'est simplement dressée une fois encore, comme ces arbres tordus par le vent mais qui refusent de plier. Elle a connu les tempêtes, les vraies, celles qui arrachent tout ce que l'on croyait solide. Elle a vu partir des êtres chers, ceux dont la simple présence suffisait à illuminer une journée. Elle a accompagné des silences qui pesaient plus lourd que 1000 mots. Elle a connu le deuil, la solitude, la dépression. Elle a passé des nuits blanches, les yeux ouverts sur un plafond qui ne répondait à rien, à se demander qui elle était devenue. Car ce n'était pas seulement la vie qui l'avait secouée, c'était elle, de l'intérieur, qui s'était effondrée sans bruit. Elle avait perdu la boussole, la force, la flamme, le fil. Elle ne savait plus si elle respirait encore pour elle ou uniquement pour survivre aux jours qui s'enchaînaient sans lumière. Elle avait oublié ce que voulait dire vivre, et pourtant, elle avait toujours cru qu'elle tiendrait bon, qu'à force d'aimer, de comprendre, de sacrifier, les choses finiraient par s'apaiser. Elle avait donné, sans compter, sans condition. Elle avait été cette femme forte que l'on admire de loin, mais qu'on oublie de protéger. Cette femme qui portait tout sur ses épaules, la maison, les enfants, les rêves des autres, mais jamais les siens. Le jour où son mariage s'est effondré n'a pas été le plus dur. Non, le plus dur, c'est le lendemain. Ce moment où, au réveil, elle a compris qu'il ne restait plus rien. Pas même elle, la femme passionnée, lumineuse, généreuse, n'était plus qu'une ombre dans son propre miroir. Une silhouette fatiguée, une voix basse, une résignation habillée en silence. Elle vivait enfermée dans une cage invisible dont elle tenait elle-même les clés, sans oser les utiliser. Ce qui lui déchirait le cœur, ce n'était pas l'infidélité, ce n'était pas la trahison, ce n'était pas même le fait qu'il soit parti. C'était ce constat terrible. Elle avait tout donné, et elle s'était oubliée. Elle s'était perdue en chemin, lentement, insidieusement. Elle avait renoncé à des petits morceaux d'elle pour maintenir une paix illusoire. Pour préserver l'image d'un couple, d'une famille, d'une femme accomplie. Elle s'était fondue dans le moule des attentes, dans les besoins des autres, jusqu'à devenir transparente pour elle-même. Combien de fois avait-elle dit oui quand elle voulait hurler non? Combien de fois avait-elle souri alors que tout en elle voulait pleurer? Combien de fois avait-elle fait taire sa douleur, de peur de déranger? Elle avait étouffé ses rêves, ses colères, ses élans, jusqu'à devenir cette femme dont elle ne reconnaissait plus les contours. Et puis, un matin, sans cri, sans drame, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas une révolte, c'était plus subtil, c'était un refus doux mais ferme. Elle a regardé son reflet dans le miroir, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a simplement dit « assez ». Elle ne savait pas encore ce que cela voulait dire. Elle ne savait pas encore par où commencer,
mais elle savait qu'elle ne voulait plus vivre ainsi, qu'elle méritait plus, qu'elle ne pouvait plus continuer à s'éteindre à petit feu, petit feu. Alors elle a commencé, un geste après l'autre, une promenade seule, sans but, un carnet dans lequel elle a osé écrire des mots qu'elle n'avait jamais dits, une chanson qu'elle s'est autorisée à écouter à nouveau, un rendez-vous annulé parce qu'elle avait besoin de silence, un non posé avec tendresse, un oui chuchoté à elle-même. Elle ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de miracle, juste une renaissance lente, fragile, mais réelle. Elle a repris contact avec la femme qu'elle avait été, la rêveuse, l'audacieuse, la créative, la femme qui riait fort, qui pleurait vrai, qui osait aimer sans peur. Elle a commencé à se traiter avec la même douceur qu'elle offrait aux autres. Elle s'est regardée avec compassion, elle s'est pardonnée, elle s'est tenue la main, symboliquement, dans ses nuits d'insomnie, et chaque jour, elle a fait un pas vers elle. Elle a compris, enfin, que l'amour ne devrait jamais être synonyme d'abandon de soi, que ce mot si sacré, si souvent idéalisé, ne justifie jamais l'effacement progressif de ses propres rêves, de ses besoins, de sa voix, que l'amour, le vrai, n'est pas une guerre silencieuse contre ce que l'on est, et qu'il ne devrait jamais demander de se trahir pour être conservé. Elle a compris que la fidélité, la seule qui ne trahit jamais, commence par celle que l'on se doit à soi-même, fidélité à ses valeurs, à ses limites, à cette étincelle qu'elle portait depuis l'enfance et qu'elle avait lentement, presque inconsciemment, étouffée sous les couches épaisses des compromis, des silences, des renoncements. Aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, même si des blessures restent visibles, même si certains matins pèsent encore de leur mélancolie, elle est là. Debout, présente, entière, elle n'a plus besoin de se cacher derrière des masques de femmes fortes ou de conjointes irréprochables. Elle n'a plus besoin de feindre que tout va bien pour mériter sa place. Elle est là, dans sa vérité, et cela suffit. Elle ne cherche plus à redevenir celle qu'elle a été. Elle ne court plus après une version idéalisée d'elle-même, forgée par les attentes des autres. Non. Ce qu'elle veut maintenant, c'est être elle, pleinement, profondément, avec ses contradictions, avec ses zones d'ombre, avec ses désirs, ses colères, ses élans trop longtemps contenus, être elle sans se diminuer, sans s'excuser. Et dans ce retour à elle-même, elle a trouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, la paix. Pas une paix qui vient de l'extérieur, pas celle qu'on mendie dans le regard des autres, mais une paix intérieure, solide, enracinée, une paix qui naît du fait de ne plus lutter contre soi, une paix douce, presque silencieuse, mais qui répare tout. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne cherche plus à convaincre, elle ne cherche plus à entrer dans un moule trop étroit pour son âme. Ce qu'elle veut maintenant, c'est être alignée. C'est marcher dans une direction qui lui ressemble. C'est rayonner de l'intérieur, pas briller à tout prix pour les autres, et cette lumière nouvelle, née de ces ténèbres, est la plus belle qu'elle ait jamais portée. Une lumière qui ne crie pas, mais qui éclaire. Une lumière qui ne cherche pas à éblouir, mais simplement à exister. Et pourtant, pour en arriver là, elle a dû traverser l'obscurité, de longues nuits blanches, seule, face au plafond, à écouter le bruit sourd de ses pensées tourner en boucle. Les « et si », les regrets lancinants, les souvenirs qui faisaient mal comme des épines sous la peau. Elle revoyait ces instants minuscules, ces détails oubliés, et elle se demandait « à quel moment avais-je commencé à disparaître ?» Était-ce ce jour-là où elle avait renoncé à ce reportage qui lui tenait à cœur pour rester à la maison ? Ou ce soir-là où elle avait effacé ses mots, ses envies, pour ne pas contrarier son mari? Était-ce quand elle avait cessé de dire ce qu'elle pensait, quand elle avait cessé d'écrire, de rire trop fort, de dire non? Chaque petit renoncement, chaque compromis, chaque sourire forcé avait été une brique de plus dans ce mur invisible qui lentement l'avait séparée d'elle-même. Ce n'était pas un effondrement brutal. Non. C'était une érosion douce, presque imperceptible. Et c'est cela peut-être le plus cruel.
on ne voit pas toujours quand on cesse d'exister pleinement. Mais au fond de cette nuit intérieure, il restait quelque chose de fragile mais de tenace, un souffle, une étincelle, une petite voix qui disait « Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'il est encore possible de se retrouver », et cette voix, elle a fini par l'écouter. Ce fut d'abord une intuition, un frémissement discret, presque imperceptible, mais qui vibrait au creux de sa poitrine comme un signal de détresse étouffé depuis trop longtemps. Une alerte douce, un besoin de silence, un appel intérieur à ralentir, à se retirer, à faire taire le vacarme extérieur pour enfin entendre ce qui battait encore à l'intérieur. Elle ne fit pas de grands gestes, pas de rupture soudaine, ni de cris vers le monde. Juste de petits actes presque invisibles. Elle éteignit son téléphone plus souvent. Elle ne répondit plus aux messages qui la forçaient à sortir d'elle-même. Elle commença à marcher seule, à l'aube, lorsque la ville dormait encore, et que l'air avait cette fraîcheur pure qui lave les pensées. Elle marchait sans but, juste pour sentir le sol sous ses pieds, pour respirer enfin sans masque. Et puis elle se remit à écrire. Pas pour les autres, pas pour briller ou publier. Non, elle écrivait pour elle, pour déposer, page après page, ce qu'elle n'osait plus dire. Pour ouvrir les tiroirs de sa mémoire, ceux qu'elle avait fermés à double tour par peur que le passé en jaillisse et l'engloutisse, elle écrivit ses douleurs, ses colères, ses espoirs déçus, ses silences trop lourds. Elle écrivit pour faire la paix avec elle-même. Elle s'est autorisée à dire non, à poser des limites là où autrefois elle disait oui par réflexe, par peur de déplaire, par besoin d'être aimée à tout prix. Elle apprit à prendre du recul, à se retirer sans se sentir coupable. À pleurer aussi, beaucoup, longtemps, des larmes anciennes contenues pendant des années, qui coulait maintenant comme une pluie de printemps sur une terre assoiffée. Elle comprit alors une chose essentielle, lumineuse dans sa simplicité. L'amour-propre n'est pas un luxe. Ce n'est pas un privilège réservé aux autres, ni un caprice d'âme fragile. C'est une nécessité, une urgence, un devoir envers soi-même. C'est une reconstruction lente, minutieuse, patiente, un travail de chaque jour, un choix que l'on renouvelle, parfois péniblement, à chaque lever de soleil. Alors, chaque jour, elle décida de se traiter avec la même tendresse qu'elle avait toujours su offrir aux autres. Cette tendresse généreuse qu'elle distribuait à mains pleines, elle commença enfin à se l'accorder à elle-même. Elle apprit à se regarder sans jugement, à ne plus se punir de ses failles, à s'accueillir dans ses fragilités. Elle respecta son propre rythme, elle se félicita pour les petits pas et petits pas, même vacillants. Elle cessa de se comparer, de se diminuer, de se nier, et peu à peu, sans qu'elle ne puisse dire exactement quand, elle cessa de survivre. Elle recommença à vivre, à sentir, à espérer, à rêver, à rire, parfois même sans raison. Elle réapprit les gestes simples, allumer une bougie pour elle-même, cuisiner ce qu'elle aime, écouter une chanson juste pour danser seule dans la cuisine. Elle goûta à la liberté d'être imparfaite, et dans cette imperfection, elle découvrit une forme de beauté qu'elle n'avait jamais osé revendiquer. Aujourd'hui, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Qu'elle n'a jamais eu à se plier, à se tordre, à s'effacer pour exister dans le regard d'autrui, qu'elle n'a jamais eu à se transformer pour être digne. Elle a retrouvé sa voix, une voix douce mais ferme, une voix intérieure qui ne hurle pas, mais qui murmure chaque matin avec une constance apaisante « Tu es assez, tu as toujours été assez, tu n'as jamais eu besoin de te renier pour être aimé », et cette voix, elle l'écoute, elle ne la remet plus en doute. Elle l'honore, elle la suit comme on suit une étoile dans la nuit, consciente qu'elle est peut-être sa seule vraie boussole. Dans ce nouvel espace qu'elle s'est offert, un espace de respect, de lenteur et de réconciliation, elle respire, elle avance, elle crée, elle aime,
Elle doute encore parfois, bien sûr, elle trébuche, elle hésite, mais elle ne se trahit plus, elle ne s'abandonne plus. Et c'est là sans doute la plus grande victoire, celle que rien ni personne ne pourra jamais lui enlever. Avoir appris, dans la douleur, dans la solitude, dans les silences les plus rudes, à ne plus jamais s'abandonner elle-même, à se choisir, encore et encore, elle n'est pas devenue une autre femme, elle est redevenue elle-même, plus vraie, plus libre, plus enracinée. Elle n'est plus une survivante, elle est une vivante, et ce n'est pas une fin, c'est un commencement.